Bonjour Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien. Si l'entretien va aujourd'hui parler de la question de la drogue, tu souhaitais d'abord, comme d'habitude, revenir sur les actualités de l'IHT. Oui, alors très brièvement, d'abord, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à découvrir nos cours sur le site instituthumanismetotal.fr, à nous soutenir sur le Tipeee qui est en description. Et l'actualité principale sur laquelle on s'attarde pour aujourd'hui en lien avec l'IHT, ce sont les estivales. Le premier volet des estivales avait eu lieu justement en juillet de l'année dernière, en 2022, et nous réitérons l'opération. Alors cet événement, qui est une forme, disons-le, d'université d'été, mais aussi de week-end militant, qui comporte différents moments, des ateliers, des conférences, des questions liées à l'encadrement, etc., est un moment qui est strictement réservé aux adhérents, mais c'est la raison pour laquelle j'incite d'abord nos adhérents à y participer, et puis à ceux qui sont sympathisants et qui hésitent, c'est aussi l'occasion pour eux de venir découvrir le plus réellement possible l'IHT et les membres qui les composent. On recevra d'ailleurs cette année aussi Romain Bessonnet qui fera une intervention notamment sur la géopolitique, la question géopolitique à échelle internationale et plus particulièrement en lien avec le conflit russo-ukrainien qui a cours depuis maintenant 1 an et demi. Et voilà, c'est vraiment l'actualité la plus importante parce que je crois que c'est un moment fort et un moment phare aussi de l'association et qui a vocation évidemment à se renouveler comme nos banquets aussi, à la manière du banquet républicain qui avait eu lieu aussi à Paris en janvier. Nous avons comme ça plusieurs moments importants dans l'année où une grosse partie de nos adhérents en tout cas se réunissent et où il y a une vraie organisation, un vrai travail de fond qui est fait. Et donc d'abord et en premier lieu, j'insiste auprès de nos adhérents, s'ils n'ont pas déjà souscrit et qu'ils n'ont pas déjà participé aux estivales, qu'ils le fassent. Très bien, merci Loïc. On va maintenant enchaîner sur ce qui va nous occuper en première instance aujourd'hui, qui est le sujet de la drogue. Je crois que tu voulais faire une brève présentation de cet entretien. Oui, alors en préambule, comme d'habitude, pourquoi est-ce qu'on aborde cette question de la drogue? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la société à échelle planétaire depuis maintenant plus d'un demi-siècle largement. Alors on pourrait largement remonter en amont de tout ça encore une fois, mais en tout cas, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est les liens notamment entre la drogue et le capitalisme, et donc par cet intermédiaire, la question du trafic de drogue et son implantation, et surtout le laisser-faire aussi de la part de nombreux États, et notamment en Occident, qui, on y reviendra, mais organisent ce trafic de drogue, et on voit pointer depuis quelque temps des drogues nouvelles aux effets dévastateurs, il faut bien le dire, bien plus encore dévastateurs qu'ont pu l'être la cocaïne ou l'héroïne, et on pense bien sûr ici au fentanyl et au lien justement entre le trafic de drogue, l'industrie pharmaceutique et donc le capital. Et ces liens, s'ils ne sont pas faits, nous empêchent encore une fois de bien comprendre les enjeux, les ressorts politiques qu'il y a derrière, et c'est ce sur quoi aujourd'hui, sans aller trop dans le détail, puisque le format ne nous y permet pas par rapport à l'épaisseur du dossier, j'ai envie de dire, au moins d'apporter quelques éléments qui permettent un petit peu mieux de comprendre ces enjeux, d'autant plus que dans le mode de production capitaliste, et notamment dans sa phase de développement, disons, pour employer des termes simples ici, post-Seconde Guerre mondiale, comme l'a très bien décrit évidemment Kluskar ici, la drogue est un rite initiatique au capitalisme, notamment dans son rapport du consommation à la production, c'est-à-dire qu'il y a dans le rapport à la drogue, et notamment dans les états qu'elle nous fait connaître, alors drogue ça veut tout dire et rien dire, mais évidemment dans les drogues les plus dures on va dire, mais cannabis y compris en un sens, il y a une forme de consommation sans production, d'accord, c'est-à-dire il y a aussi cette espèce d'addiction qui est un rapport au plaisir immédiat, à la satisfaction, à la jouissance en réalité immédiate qui, sous couvert dans un premier temps de jouissance, en réalité détruit des vies à très grande échelle et a des implications politiques extrêmement importantes, puisque au-delà même évidemment du principe direct de la drogue ne devient drogue qu'à partir du moment où elle va de pair avec la question de l'addiction. Et donc ce qui est beaucoup plus important, encore une fois, c'est pas cette cigarette, ce joint qui a été fumé une fois ou dont on a la maîtrise, etc., à divers niveaux et en fonction de chaque individu, mais c'est bien le phénomène d'addiction, le phénomène de trafic, d'orchestration, etc., et les conditions dans lesquelles cela plonge véritablement les individus, quelle psyché est-ce que cela traduit, encore une fois, et notamment le fait d'avoir un ensemble d'individus amorphes
on va voir que ça a été justement un instrument politique depuis très longtemps, ça a débuté avec l'opium, etc. Et donc tout cela a des implications politiques sur lesquelles on ne peut pas passer et qui, à mon sens, sont effectivement importantes, notamment quand on a vocation, comme nous avons vocation à le faire, c'est-à-dire à retrouver la question de la souveraineté, réimposer un certain nombre de valeurs importantes dans cette société et faire en sorte que, eh bien évidemment, aujourd'hui, les individus retrouvent du sens à la fois dans le collectif, dans la vie sociale, et donc vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire ne soient plus dans un nihilisme amorphe, etc. Et donc tout ça recoupe un certain nombre d'applications qui, je pense, qu'il nous faut voir aujourd'hui. Je pense que tu as tout à fait raison de faire le rappel que tu as fait dans ce préambule sur le fait qu'on n'est pas ici dans une position morale, dans une position de père la morale justement sur la question de la consommation de drogue. C'est bien de le préciser parce qu'on sait que de mauvaise foi, certains pourraient nous faire cette remarque. Ici, on aborde un sujet qu'on considère comme politique, comme un sujet politique de premier plan, et c'est justement ce qu'on va développer. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, c'est pas notre objectif. Pour commencer, tu fais l'observation de liens historiques en fait, qui unissent le développement du capitalisme et le trafic de drogue. En effet, quand on regarde la chose de l'extérieur, on a l'impression que c'est ce qu'on observe dans les déclarations politiques sur le sujet, que tous les États, que toutes les forces politiques s'engagent justement contre le trafic de drogue, qu'il y a une sorte d'unanimité et que donc il n'y aurait pas en fait un enjeu politique derrière ça. Que tout le monde serait, bien sûr, on pense, unanimement contre la drogue dans le débat public. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est d'abord là-dessus que tu comptais revenir. Oui, alors, plusieurs petites choses. D'abord, ce n'est pas forcément uniquement mes observations d'ailleurs, puisqu'il y a quand même des choses il y a un certain nombre de choses qui existent sur tout ça. Et effectivement, comme tu le dis, c'est un peu en fait comme avec l'évasion fiscale, quoi. Pour prendre un sujet qui est peut-être un peu plus maîtrisé de nos auditeurs, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, en façade, on a l'impression que de manière générale, moins les États que les gouvernements, on va dire, de ces États, notamment en Europe, eh bien, luttent avec acharnement contre l'évasion fiscale. Or, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais on sait bien qu'il n'en est rien et qu'en réalité, l'optimisation fiscale, qui là encore est un terme de la novlangue tout à fait intéressant, eh bien, vient légaliser de toute façon à longueur de temps ces questions d'évasion fiscale, par exemple, et le greenwashing qui en remet une couche derrière, etc. Et on n'est pas tout à fait sans lien avec tout ça, puisque il faut bien comprendre que le trafic de drogue, encore une fois, non seulement est organisé par les États, mais n'est que l'avers du capital, dont le revers est sa phase officielle, qui justement passe par l'intermédiaire des marchés financiers, etc. On va y venir. Alors, effectivement, les États, et notamment les États, disons, capitalistes, pour employer un terme générique, mais de manière générale en Occident et pas que, non seulement organisent le trafic de drogue depuis pratiquement toujours, ou en tout cas au moins depuis la moitié du 19e siècle, où là, la question du trafic de drogue devient vraiment quelque chose de conséquent, ils s'en servent, et en plus de ça, il est en lien direct avec un capitalisme, disons, officieux à l'égard d'un capitalisme officiel. Je vais y revenir. Alors, quand on dit qu'il l'organise, on sait par exemple que la question de la marijuana en France et du passage notamment de l'Afrique du Nord vers la France est très bien contrôlée par le ministère de l'Intérieur depuis, c'était déjà le cas sous Pasqua, etc. C'est-à-dire qu'en fait on sait quelle quantité on fait passer, quelle quantité on refuse de faire passer, à quel moment est-ce qu'on fait intervenir la police sur tel groupe, etc. pour donner l'impression effectivement qu'on gère cette question du trafic de drogue et que surtout on essaie de le limiter. Donc il y a des coups médiatiques comme ça qui sont orchestrés, etc. Et d'ailleurs, des rapports politiques au sein desquels, pour entrer en référence avec la vidéo précédente, dans lesquels les forces de police parfois sont prises un peu malgré elles, et souvent c'est sur le tard que ces forces de police vont se rendre compte, ou lors de l'aboutissement d'une carrière, que finalement elles ont été bercées d'illusions quand il s'agit de lutter contre le trafic de drogue. La distribuzione della coca, dell'hashish, della marijuana, dell'ecstasy, del crack è tutta a carico delle organizzazioni criminali locali francesi. Dove finiscono tutti questi soldi? Nelle banche francesi. Dove finiscono tutti questi soldi? Nelle banche lussemburghesi. E cosa si fa di tutta questa massa di denaro che si muove? Building, palazzi, acquisto di case, si ricicla nelle società che fanno raccolta dei rifiuti, distribuzione petroli, grandi supermarket, negozi, distribuzione generi alimentari, e nell'economia legale, fondi finanziari, l'economia legale.
Sono soldi liquidi che arrivano costantemente tutti i giorni dentro l'economia legale del tessuto francese. Mais au-delà de ça, encore une fois, les Britanniques déjà ont désagrégé l'Empire chinois, notamment au milieu du XIXe siècle, en organisant justement le trafic de drogue. Mais ce sont les Anglais qui vont véritablement augmenter la vente d'opium, par le biais de la Compagnie des Indes orientales, en contournant les interdits chinois évidemment, en utilisant l'immense capacité de production de l'Inde, qui est une colonie anglaise, grâce à ses nombreux champs de pavots. Les Britanniques vont submerger le marché par le biais de marchands contrebandiers, l'opium touchant toutes les couches de la population. La corruption, afin de faire entrer la marchandise en Chine, devient courante. Des commerçants sans scrupules font fortune. Ironie mordante, les Anglais ne considèrent l'opium que comme un produit d'exportation, interdit à l'import car jugé trop dangereux pour leur propre population. Le nombre de fumeries explose, souvent crasseuses, bien loin de l'image du lotus bleu de Tintin. Les conséquences sanitaires sont terribles. Les fonctionnaires, quant à eux, corrompus, agissent souvent par intérêt personnel. Un fonctionnaire connu pour son incorruptibilité va alors entrer en scène. Son nom est Lin Zexu. La solution qu'il propose est radicale. Il accorde 1 an aux opiumans pour se sevrer, sinon ils seront passibles de la peine de mort. Il souhaite s'attaquer au trafic à la source, en contrôlant les importations et en détruisant les stocks existants. Le fonctionnaire chinois confisque tout l'opium de la ville et décide de sa destruction le 3 juin 1839. Et surtout, il n'imagine pas un instant la possibilité d'une guerre avec l'Angleterre. Le Premier ministre Lord Palmerston, avec l'accord du Parlement, envoie une escadre. 16 vaisseaux de ligne, 4 canonnières, 28 navires de transport, 540 canons et 4000 hommes. Les objectifs sont clairs. Remboursement du stock détruit, ouverture de plusieurs ports, affranchissement du système du Kohong. Ce n'est donc pas une guerre de conquête, mais une guerre mercantile. Le commerce et le libre-échange sont au cœur de l'intervention. En 1856, suite à l'arrestation d'un bateau de contrebande anglais par les Chinois, la seconde guerre de l'opium débute, continuité de la première. Cette fois-ci, la France entre en scène avec le Royaume-Uni, soutenu par les États-Unis et la Russie. La seconde guerre de l'opium se terminera par la Convention de Pékin en 1860, légalisant le commerce de l'opium et ouvrant encore un peu plus le marché chinois aux Occidentaux. C'est intéressant parce qu'encore une fois, la société britannique, c'est une société plutôt protestante, plutôt puritaine, donc très à cheval sur ces questions, très moralisatrice par bien des aspects. Et on voit bien que dès lors qu'il s'agit de questions de faire du profit et plus encore, parce qu'encore une fois, on voit bien ici qu'il ne s'agit pas que des questions d'argent. Évidemment qu'il y a des questions d'argent, mais aussi des questions de rapport de domination sur des pays et notamment sur l'Empire chinois très tôt. Et le trafic d'opium va être organisé et va conduire, comme on le disait déjà en préambule, à une forme de camisole chimique et d'amorphisation, si on peut dire, de la population chinoise, de telle sorte effectivement que les Britanniques vont pouvoir beaucoup plus facilement en prendre possession d'un point de vue institutionnel, et donc non seulement ils l'organisent, mais ils l'organisent à des fins politiques très précises, et donc ils s'en servent politiquement. Et on reviendra, j'espère, sur ces questions-là. Ce qui veut dire, donc, comme je le signalais, que le capitalisme, disons, officiel, flirte toujours avec un capitalisme officieux, encore une fois, et c'est-à-dire finalement directement avec la mafia. La mafia, dans son modèle économique et organisationnel, et d'ailleurs c'est très intéressant, des gens comme Pablo Escobar, en réalité, Pablo Escobar, c'est une sorte de Jeff Bezos, quoi. Alors là, mes comparaisons sont un peu anachroniques, mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, c'est tout à fait l'empire monde dont on avait pu parler à l'occasion du moment où on avait fait cette vidéo sur Musk, sur le technoféodalisme, etc. C'est-à-dire que Pablo Escobar, c'est quelqu'un qui investit dans les écoles, c'est quelqu'un qui investit dans la culture, c'est quelqu'un qui investit dans l'immobilier, etc. Et c'est quelqu'un qui fait du business, tout simplement. Simplement, le business qu'il pratique n'est pas encore, et toujours pas aujourd'hui et réellement, n'est pas encore un business qui est reconnu officiellement par le capital. Mais en fait, demain, à partir du moment où c'est reconnu, il n'y a plus aucun problème. Et on l'a vu d'ailleurs avec la question de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, par exemple. Et donc souvent, des gens comme Pablo Escobar, comme El Chapo, etc., c'est la figure du parrain, c'est-à-dire que ce qu'ils vont reprocher justement aux institutions, c'est de ne pas leur reconnaître ce statut finalement de self-made man, d'entrepreneur à succès, etc., alors qu'en réalité, ils ont des pratiques largement similaires et surtout, ils travaillent de pair, on peut le voir, avec parfois les institutions étatiques, les services publics étatiques et des entreprises évidemment très liées au capitalisme sous sa forme la plus officielle. Et d'ailleurs, ça c'est la théorie, enfin c'est pas la théorie d'ailleurs, c'est
l'écrivain et journaliste Roberto Saviano, italien, qui a mis en lumière un phénomène extrêmement intéressant, qui d'ailleurs révèle une part des contradictions du capital à l'heure actuelle, qui cherche à détruire les liquidités et donc à avoir une monnaie toute numérique, etc. Roberto Saviano a bien montré que lors de la crise des subprimes notamment et dans les différentes crises financières, eh bien pour pouvoir solvabiliser justement et maintenir les banques, eh bien on a recours à l'argent de la drogue, du trafic de drogue, c'est-à-dire à une masse conséquente de liquidités qu'on fait réintervenir sur les marchés. Ça a été le cas notamment aux États-Unis par l'intermédiaire du blanchiment de l'argent de la cocaïne en Colombie, et c'était le cas aussi dans l'Union européenne. Donc tout ça est sourçable. Encore une fois, on ne va pas faire des petites vidéos fact-checking chiantes. Vous cherchez les travaux de Roberto Saviano et vous trouverez tout ça. Et donc c'est effectivement très intéressant parce qu'on voit bien là encore une fois en réalité la ligne rouge, comment elle est sans cesse franchie et comme elle est perméable en réalité entre la mafia d'un côté et le capital dans ce qu'il y a de plus officiel. Et finalement, l'objectif du capital derrière, si on peut dire, encore une fois, ce n'est pas forcément un objectif volontaire, conscient, intentionnel d'emblée, mais la réalité, elle est celle-ci, elle est d'étendre, encore une fois, davantage les marchés. C'est ce qui a été fait avec la drogue, c'est ce qui a été fait avec sa légalisation, etc. Et ce qui appartenait autrefois à un capital, disons, officieux et donc illégal, eh bien, tend à devenir de plus en plus officiel. Alors, c'est le cas petit à petit là, avec la question des drogues, et c'est pas pour rien, encore une fois, si c'est en lien avec l'industrie pharmacochimique, d'accord, qui, elle, est évidemment tout à fait légale, mais c'est tout à fait la même chose qu'on est en train de voir avec la question du proxénétisme. D'ailleurs, j'y pense au moment où je le dis, mais ça pourrait être une vidéo tout à fait intéressante d'ailleurs. Parce que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, c'est ce que disait Michéa à raison il y a 15 ou 20 ans quand il expliquait que finalement, d'ici quelques années, on aurait Michéa disait, il était encore peut-être il avait encore un peu trop d'espoir, je crois, mais qu'il y aurait un master de prostitution, etc., et que ça deviendrait un métier tout à fait normal. Bon, on s'est complètement assis sur le fait d'y faire évidemment un master ou quoi que ce soit, ou un BTS ou quelconque diplôme, et puis finalement, on voit que effectivement, des plateformes comme OnlyFans et d'autres, eh bien aujourd'hui tendent à une forme de prostitution tout à fait légale, tout à fait admise. Et quand je dis admise, c'est pas uniquement sur le plan juridique, mais c'est aussi sur le plan des mentalités, des formes idéologiques, c'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait avoir un compte TikTok en parallèle d'un compte OnlyFans sur lequel vous expliquez que, bah oui, pourquoi est-ce que finalement j'accepterais pas de vendre une partie de mon corps ou la totalité de mon corps ou mes rapports sexuels, etc., à partir du moment où finalement ça m'est plus rentable, etc. Donc effectivement, il y a un abaissement des barrières morales qui tend à l'extension des marchés, et on vit exactement la même chose sur la question de la drogue. Et donc ici, on voit bien que c'est intéressant parce qu'en fait, le trafic de drogue en tant que tel, il n'est en réalité véritablement possible qu'à la seule condition qu'on ait soit des États profondément corrompus, ce qui, il faut le dire, est quand même la réalité des États dans lesquels nous vivons, ou d'États très faibles. Dans les deux cas, ce n'est pas très bon signe. C'est-à-dire, puisque de fait, dans l'après-guerre, par exemple, ce qu'on va appeler l'État-providence, et bon, les gens qui nous suivent savent à quel point on est très critique de ce syntagme-là, qui est en réalité, il n'y a pas d'État-providence, il y a un réel rapport de force et une reprise en main autogestionnaire, etc. C46, c'est la lutte de la résistance, etc. Donc ça ne provient pas du ciel, d'accord, mais va endiguer complètement le développement de ce trafic de drogue, etc. Sur un très laps de temps, sur une très courte durée malheureusement, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et en fait, on sait aujourd'hui que le trafic de drogue pourrait être démantelé. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose de simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les États favorisent en réalité la possibilité du trafic de drogue au lieu de chercher à l'endiguer. Donc au mieux, si je puis dire, je ne sais pas lequel est le mieux en fait, mais au mieux, ce sont des États corrompus et semi-mafieux. Au pire, en fait, ils montrent là toute leur faiblesse, dans leur incapacité finalement à organiser ça. Puisque ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de drogue, d'accord, qu'il n'y aurait pas de consommation de drogue, mais ça veut dire qu'en fait, un État suffisamment fort et souverain devrait être en capacité de contenir par définition ce qui est à la marge dans cette marge et ne pas avoir à s'en inquiéter. Or, aujourd'hui, ce qui apparaît un temps comme étant à la marge, finalement finit par se déverser sur l'entièreté de la société. Et c'est là que nous avons un véritable problème, qui est un problème d'ordre économique et social, un problème d'ordre politique et voire même un problème d'ordre civilisationnel. Et il n'y a rien d'étonnant, effectivement, à ce que dans les luttes géopolitiques, aujourd'hui, il y a un renversement et que des pays
Et on est loin de s'en réjouir que des pays comme la Russie ou la Chine cherchent, soit par l'intermédiaire effectivement de réseaux sociaux, soit là aussi par le trafic de drogue, eh bien, à rejouer la carte que l'Occident a jouée contre eux un temps et à faire en sorte d'avoir ces populations complètement amorphes et en incapacité de lutter. Oui, pour continuer justement à exemplifier ce que tu développes à ce niveau, tu n'en as pas parlé, mais tu aurais pu tout à fait le faire, c'est aussi ce qu'on observe dans certaines banlieues populaires de l'Île-de-France, avec notamment des baronnies locales qui s'appuient sur des mafias qui vivent aussi du trafic de drogue. On ne va pas citer de nom ici, mais je pense que si vous vous renseignez un peu, vous trouverez vous-même, notamment un parti en 3 lettres, qui écoute... Le maire et les barbares, écrit par une journaliste de l'AFP, met en cause Jean-Christophe Lagarde, le député UDI de Drancy. Il y a un clan qui s'est arrogé tous les pouvoirs sur la ville et qui tient en tenant tous les leviers de pouvoir. Ça s'exprime dans les associations, ça s'exprime dans les conseils de quartier. À Drancy, un maire est plus puissant qu'un président de la République. Parce qu'on a une population extrêmement fragile qui dépend de toutes ces aides qui sont elles-mêmes toutes tenues par la ville. Et elle peut faire de votre vie un enfer en vous enlevant les places en crèche, en ne vous permettant pas d'avoir un HLM. Cette stratégie, il l'aurait utilisée pour conquérir Bobigny, bastion communiste depuis près d'un siècle. Avec sa réserve parlementaire, il va subventionner des associations communautaires et de quartier. Le QG de Fouad Ben Ahmed, candidat au municipal, pris pour cible. Un pack de balles et local incendié. Certains de ces nouveaux embauchés auraient un passé peu recommandable. C'est pas parce qu'on a un casier judiciaire qu'on n'a pas droit à la réparation, pas le droit à avoir une deuxième chance ou une troisième chance ou une quatrième chance. C'est pas le problème. Mais entre avoir une deuxième chance et se retrouver directeur général ou directeur général adjoint, il y a quand même une marge. Dans son livre, F. Cheftel s'interroge sur l'existence d'un pacte dans la cité pour aider Jean-Christophe Sambou à obtenir une remise de peine. D'Abenakouche, une nouvelle chargée de mission, d'avoir fait de la prison et d'avoir comme compagnon un membre du gang des barbares. Des militants d'autres listes menacés. Le mari Linda, Linda, on sent responsable vis-à-vis d'elle quelque part. J'ai rien à me reprocher. Ferme-la ta gueule, tu crois que tu parles à qui ici? Tu crois que tu parles à qui ici? Tu crois que tu parles à qui ici? Là, tu parles à Calouche là. Voilà, si je devais écouter tous les gens autour de moi, je serais déjà en train de te pendre par les cheveux, machin, te montrer, faire la place publique. Par ailleurs, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics ouverte par le parquet national financier, des perquisitions ont eu lieu à la mairie et au domicile de certains élus de Bobigny et chez les Lagarde. Donc, pour poursuivre justement sur ces questions, tu souhaitais ensuite revenir sur la question du rôle qu'a pu jouer la drogue dans la lutte contre le socialisme. Parce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, on a déjà abordé un petit peu la question de l'utilisation de la drogue contre la souveraineté nationale, contre la souveraineté populaire, notamment avec l'exemple de la Chine. Mais justement, quand on rentre dans le sujet, comme tu l'as un peu fait jusqu'à maintenant, on voit que les États impérialistes, en plus d'utiliser la drogue comme moyen de lutter contre les souverainetés nationales pour s'implanter en fait dans d'autres pays, utilisent également la drogue comme un moyen de lutter contre les forces révolutionnaires. Donc justement, qu'est-ce que tu peux dire de ce lien historique de ces liens qui unissent impérialisme, drogue et socialisme? Oui, alors effectivement, c'est quand même très intéressant puisque là, on a pléthore d'exemples, donc je vais essayer d'en citer quelques-uns sans entrer dans le détail, sinon, encore une fois, en fait, il faudrait des reportages entiers uniquement sur chacun de ces points-là. Bon, je me suis beaucoup renseigné, on a des gens qui travaillent quand même chez nous sur ces questions-là, et je me suis beaucoup renseigné notamment auprès de Clément Anami, d'Aurélien Beller, etc., qui m'ont donné plusieurs éléments qui attestent le fait, comme je le savais déjà, mais pas autant dans le détail, que finalement les États socialistes effectivement ont été submergés la plupart du temps par l'entremise notamment des États-Unis d'Amérique par l'intermédiaire du trafic de drogue, encore une fois. C'est-à-dire tant par des financements de l'usage du trafic de drogue pour financer notamment des groupes d'extrême droite, ça a été le cas notamment au Nicaragua, que pour déstabiliser des pays, que pour déstabiliser des populations, etc. Donc c'est un enjeu décisif. Et ce que ça a d'intéressant pour nous, encore une fois, c'est de voir que finalement, la drogue joue un rôle politique central, encore une fois, dès lors que des peuples décident d'être souverains. Parce qu'en fait, derrière, encore une fois,
Et il ne faut pas faire le gauchiste de bas étage et bien comprendre ce qui se cache derrière cette question du socialisme. Derrière cette question du socialisme en Amérique latine, il se cache bien sûr de fait aussi une question patriotique, une question de la souveraineté en réalité. C'est-à-dire la possibilité pour des peuples, on pense ici notamment au Chili, on pense bien sûr au Nicaragua, on pense plus récemment à l'Équateur, bien sûr au Venezuela, etc. Disons-le d'emblée, pourquoi est-ce que nous lions la question de la souveraineté à la question du socialisme? Parce qu'en réalité, dans les faits, chaque fois que les politiques socialistes ont eu un sens dans l'histoire présente ou passée, elles étaient liées à ces questions de la souveraineté nationale. Et donc, effectivement, il s'agit d'endiguer, en réalité, la souveraineté nationale, et derrière la souveraineté nationale, c'est-à-dire en un sens d'abord et en premier lieu la souveraineté territoriale, et bien la souveraineté populaire qui souvent en découle, et c'est-à-dire la capacité démocratique d'un peuple à s'autosuffire, à s'autodéterminer et à être autonome. Et donc, ce qui est inenvisageable pour l'impérialisme, et notamment pour les États-Unis d'Amérique. Alors, j'ai envie de dire que l'un des premiers, c'est pas le premier, parce que déjà, j'en ai fait part par rapport justement à la guerre de l'opium en Chine plus tôt. C'était le cas dans les années 20, lorsque les pays de la triade aussi, c'est intéressant, payent notamment des personnes du lumpenprolétariat pour massacrer des communistes dans les rues en Chine. Et tout ça va être organisé notamment par la France, à ce moment-là plutôt impérialiste, et pour chercher à casser le Parti communiste chinois. Mais l'un des premiers pays, on l'oublie trop souvent encore une fois, qui va subir de plein fouet le joug impérialiste et qui va connaître justement, qui va être le pays sur lequel on va expérimenter tout ce qui va suivre. C'est la France en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, considérer la France comme un pays impérialiste est un non-sens par bien des aspects, en ce sens que déjà la France vit à la manière d'un protectorat américain malheureusement. Et quand je dis la France, c'est la France d'après-guerre et surtout la France du plan Marshall, c'est-à-dire la France dans laquelle effectivement on va user de ce qu'on connaîtra ensuite par les pays dits du tiers-monde, c'est-à-dire notamment les plans d'ajustement structurel où on vous endette, finalement par l'intermédiaire de la dette on vous tient, les accords Bloom-Burns qui vont contraindre effectivement la France à diffuser un certain nombre de contenus culturels et notamment audiovisuels et musicaux en langue anglaise et même plutôt, disons, états-unienne ou américaine, et ce qui conduit aujourd'hui à ce que dit Michel Serres à juste titre. La pensée de Michel Serres était peut-être pas une très grande pensée, mais en tout cas là-dessus il avait raison lorsqu'il disait qu'il y avait plus de mots anglais aujourd'hui dans les rues de Toulouse qu'il n'y avait de mots allemands à l'époque de l'occupation en réalité. Et c'est vrai que on y est finalement tellement habitué qu'on oublie la présence de ce joug. Et si ça, c'est pas la preuve même d'un impérialisme et d'un protectorat réussi, quand on se fond tellement dans la servitude du maître, on en oublie l'existence en réalité. Eh bien, et par l'intermédiaire de la drogue, on connaît aussi cette expérience qui maintenant a quand même été souvent citée dans les réseaux, etc., où un village français les Américains ont diffusé du LSD, etc., ce qui a entraîné carrément des suicides, des démences, etc., sans évidemment en avoir fait part aux autorités françaises, sans avoir fait part à la population, etc.
Donc notre grand allié américain, une fois de plus, encore une fois, est en fait notre principal ennemi, disons-le clairement, et pour des raisons tout à fait objectives. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres ennemis, mais il y a des ennemis prioritaires quand on mène un combat politique sensé. Et donc finalement, tout ça s'est perpétué à longueur de temps. Ça a été le cas aussi en Afghanistan dans les années 80, c'est-à-dire que les USA, justement pour combattre les soviétiques, ont laissé faire la commercialisation du pavot. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont, alors que finalement les soviétiques essayaient de jouer, on va dire, sur un terrain, il ne s'agit pas encore une fois de glorifier l'Union soviétique, je m'en fous, c'est pas le sujet, mais essayer, disons, de jouer sur un terrain honnête dans les règles de l'art, on va dire, c'est-à-dire en apportant aux Afghans, eh bien finalement, alors ça leur était profitable en retour, aux soviétiques bien évidemment, mais en essayant en tout cas de leur apporter quelque chose de positif au regard des besoins dont ils pouvaient avoir, les besoins matériels primaires, alimentaires, d'infrastructures, etc. Eh bien, et les USA, sentant qu'ils étaient en train de perdre la main en pleine période de guerre froide comme ça, justement parce que les pays du tiers-monde étaient évidemment très attachés, à commencer aussi par Cuba, etc., aux soviétiques, eh bien, ont usé une énième fois de la drogue, de la commercialisation du pavot pour rendre une énième fois totalement amorphes ces populations. Alors, une autre affaire qui est extrêmement intéressante aussi à cet égard-là, c'est l'affaire qu'on appelle Iran-Contra. Dans les années 80, vous avez des documents là-dessus. Aujourd'hui, il y a même une page Wikipédia, donc voilà, vous pouvez... Alors, l'affaire Iran-Contra, elle consiste précisément à faire en sorte que les États-Unis vont vendre des armes à l'Iran, qui pourtant est un pays a priori tout à fait hostile. C'est là qu'on voit, encore une fois, quand on fait un peu de géopolitique sérieuse, eh bien, on ne peut pas s'arrêter simplement au discours de façade, encore une fois. Et on voit bien que les rapports de force et les réseaux sont organisés de manière tout à fait différente. Donc l'Iran qui, dans cette période-là, fin des années 70 justement, est en train de mettre en place une république islamique totalement hostile a priori aux valeurs défendues, là aussi a priori par les États-Unis d'Amérique, eh bien les USA pourtant vont vendre des armes à l'Iran, notamment pour pouvoir financer par derrière les Contras, qui sont des groupes d'extrême droite guerriers au Nicaragua, les Contras qui vont aussi prendre la mainmise sur le trafic de la drogue, eh bien cette drogue va être rachetée par les États-Unis, elle va être distillée justement en Amérique latine, mais aussi aux États-Unis, etc., de sorte à financer ces groupes contre les groupes socialistes, en réalité. My name is Gary Webb. I am an investigative journalist. I've been an investigative journalist for about 25 years for daily newspapers. And in 1996, I wrote a series of stories entitled Dark Alliance, which was about CIA involvement in drug trafficking. What my story showed was that the cocaine that was being sold in those neighborhoods was coming from mainly one source, and this one source was being used to finance a guerrilla war in Central America. Bon, alors pareil ici, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, donc vous pourrez vous renseigner. Il y a une carte dans le monde diplo qui est... Dire qu'elle est plutôt bien faite serait peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas qui résume et qui synthétise correctement justement cette affaire-là. On a la même chose avec la guerre d'Indochine et les luttes de libération, encore une fois. Là, cette fois, plutôt en France dans les années 50, la France tente d'attiser justement les conflits d'identité, encore une fois on y revient, des conflits d'identité régionaux, et la France fait en sorte que finalement les marchés de la drogue enrichissent certaines régions et arment certaines populations, donc toujours le même duo, c'est-à-dire à la fois les armes, le trafic d'armes et le trafic de drogue, afin effectivement d'armer des populations contre les Viet Cong. D'accord ? On a aussi quelque chose qui va jouer, qui est important en France ici, après la libération. On a un énorme mouvement de grève à cause de la hausse du ticket de tram notamment, et les dockers veulent bloquer les bateaux qui arrivent justement du plan Marshall, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est plus qu'intuitif. Non seulement il y a un sens intuitif du mouvement ouvrier, mais il y a une compréhension logique de ce qui est la réalité de l'impérialisme américain. Donc on refuse ce qui a été accepté. Vous voyez, c'est très intéressant ici les rapports de force, parce qu'il peut y avoir une décision politique
à échelle nationale qui est prise, c'est-à-dire d'accepter finalement le plan Marshall, et pour autant, il y a une coalition ouvrière, autogestionnaire qui décide de lutter contre. Et là, on voit apparaître, là encore, c'est pas de la théorie du complot, vous avez tous les documents déclassifiés, et j'ai oublié son nom, le créateur de Force ouvrière, qui va dire lui-même qu'il a reçu des financements de la CIA, et ils vont travailler de pair avec la mafia corse à ce moment-là pour investir Force ouvrière. Alors là, il est moins question de la drogue, mais ce qui est intéressant, encore une fois, on y revient toujours, c'est que surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soudoyer et payer le lumpen, de sorte à ce que finalement, on va lui proposer de casser les grèves, de casser ces mouvements de grève-là, dans l'intérêt du capital, et comme le lumpen va là où on le finance, eh bien, il va accepter, et là, encore une fois, on casse, on brise effectivement les grèves de masse qui existaient, à tel point même que ces grèves-là, on n'en entend finalement jamais parler, d'accord ? Dans les cours d'histoire, etc., c'est des choses qui sont totalement occultées alors qu'elles ont existé et que ça aurait pu prendre une ampleur tout à fait sérieuse, et là encore, les Américains ne s'y sont pas trompés. On a encore l'exemple, et qui est quand même conséquent puisqu'il existe toujours aujourd'hui, de la Colombie, où là les guérilleros socialistes ont été obligés de prendre le contrôle de la production de la drogue et de la cocaïne, justement pour pas qu'ils ne soient aux mains des groupes d'extrême droite financés par les USA. Et le gros problème qui s'est produit, c'est que aussi ils ont, et on pense notamment aux FARC, encore une fois, comprenez bien, l'enjeu c'est d'essayer de prendre une perspective historique et géopolitique sur cette question du trafic de drogue. C'est pas de dire « Ah bah c'est parfait, il faut que les FARC ont tout à fait raison, etc. » C'est pas ça. Mais c'est de comprendre les luttes de pouvoir et les luttes politiques derrière les beaux discours puritains de tous ces États-là. Et finalement, l'agriculture en Colombie a été massivement détruite, notamment par une mainmise, encore une fois, impérialiste, et l'intensification de certains marchés, notamment le marché de la cocaïne, ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, la réalité de l'agriculture en Colombie, c'est, bon là, j'ai pas de source sur le chiffre, mais à la louche, c'est 90% en réalité de la production de la coca qui va permettre du coup la réalisation de la cocaïne pour des agriculteurs qui, d'ailleurs, là-dessus, il y avait de très bons reportages d'Arte, qui sont dans la misère la plus crasse, parce qu'eux, ils n'en récupèrent rien, ils travaillent évidemment dans des conditions de travail complètement gravissimes et extrêmement délétères pour leur santé, bien évidemment, et le gouvernement colombien, sous tutelle américaine encore une fois, a financé des milices d'extrême droite dures, et l'État s'en sert justement contre les communistes et cherche bien sûr à récupérer le contrôle de la drogue et du trafic de drogue, et notamment de la cocaïne. Donc là, on a un petit éventail, et encore une fois, j'ai pas tout cité ici, je donne quelques éléments comme ça, qui montrent bien qu'encore une fois, ces enjeux liés à la drogue, on doit les prendre tout à fait au sérieux, et notamment quand on voit encore une fois de nouvelles drogues arriver en France, qui risquent d'être extrêmement conséquentes, je pense bien sûr au fentanyl, on en reparlera, et qui peuvent dévaster des populations, et ici, à vitesse grand V, peut-être de manière bien plus efficace, si je peux me permettre le terme, que ne l'a été l'opium, par exemple, et à des coûts très faibles, etc. Donc il y a un véritable enjeu politique, et là encore une fois, on voit bien que il y a différents moyens d'endiguer ça. Il y a un premier moyen, disons, à l'heure actuelle, qui est effectivement de nous organiser, à échelle effectivement, disons, associative comme nous le savons avec les pratiques de terrain, c'est-à-dire essayer de sortir des gens, ou d'empêcher déjà dans un premier temps des gens d'aller dans l'accoutumance, dans l'addiction, dans le nihilisme, etc., pour redonner du sens à leur vie, se restructurer, se reconstruire, etc., si cela n'a pas été permis ni par les structures sociales ni par les structures familiales, et c'est quelque chose auquel on s'attache. Et puis, évidemment, dans un sens plus politique, encore une fois, vous voyez bien que c'est flagrant ici que la nécessité d'une souveraineté intégrale, c'est-à-dire à la fois sur l'organisation du travail et sur l'organisation de la manière dont on gère nos frontières et la réalité du territoire, eh bien, apparaît indispensable pour pouvoir endiguer ou en tout cas corriger correctement le tir. Sinon, c'est malheureux à dire, mais en un sens, aujourd'hui, la légalisation ferait presque moins de mal en réalité. Et c'est peut-être la version la plus plausible, la plus souple en attendant. Mais ce n'est pas quelque chose dont on peut se satisfaire et pour lequel on peut lutter, bien évidemment. Oui, Loïc, tu fais bien de rappeler effectivement que vous pouvez nous rejoindre pour nous aider à contrebalancer tout ça à notre modeste niveau encore aujourd'hui. Mais voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. On va poursuivre maintenant sur un sujet un peu plus sensible. On va aborder un sujet qui semble connexe, mais qui est en fait complètement central, qui est celui de l'industrie pharmaceutique. Pour donner quelques indications préalables, en préparant cet entretien, on a vu que le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique était équivalent dans le monde à peu près 1200 milliards d'euros.
en 2021, ce qui est équivalent au PIB de certains États d'une taille tout à fait respectable. Ce sur quoi tu comptais revenir maintenant, c'est le décalage qui peut exister entre les intérêts de l'industrie pharmaceutique et les intérêts des populations. Tout à fait, et on retombe du coup sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas histoire d'amener ça sur le tapis à longueur de temps, au contraire, c'est parce que ça se présente sans cesse à nous, encore une fois, qu'on se sent obligé de le défendre, c'est-à-dire cette question de la souveraineté intégrale, une énième fois, puisque effectivement l'industrie pharmaceutique joue depuis, encore une fois je dis toujours, mais allez, depuis un siècle et demi, encore une fois, depuis le milieu du 19e siècle, un rôle prépondérant dans tout ça. Or, l'industrie pharmaceutique, on l'a bien vu, encore une fois avec le Covid, c'est vraiment la sainteté, quoi. C'est le Graal, il ne faut jamais y toucher. Et ce qui est intéressant, c'est que l'industrie pharmaceutique procède encore aujourd'hui de la même manière qu'elle a toujours procédé, c'est-à-dire qu'elle présente toujours la drogue d'abord comme un nouveau médicament révolutionnaire, aux bénéfices incroyables. Je ne tergiverse pas ici sur la question par exemple du vaccin ARN messager Covid, dont on voit les controverses aujourd'hui alors qu'il nous avait été présenté comme une révolution scientifique. Alors révolution scientifique peut-être, mais alors dans quelle finalité politique et humaine, je ne sais pas. Bon bref. Et en fait ça encore une fois c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est déjà le cas par exemple avec l'héroïne. L'héroïne en fait au départ est créée pour un peu contrebalancer on va dire la cocaïne. La cocaïne qui est présentée au départ là aussi comme un médicament. Et c'est intéressant parce qu'on nous explique, début du XXe siècle, que l'héroïne, finalement, c'est un excellent médicament pour les petits-enfants, notamment en cas de crise d'asthme. Oui, c'est pas très étonnant, ça doit assurément, j'en ai pas fait l'usage, mais ça doit assurément interrompre les crises d'asthme. Ça, c'est sûr que ça devait les calmer, les gamins. Bon alors, il y avait, et ce qui est intéressant aussi, c'est que, sans surprise, ça va créer des formes d'addiction chez les gamins, et sans surprise aussi, ça va évidemment conduire à, on ne peut pas appeler ça des meurtres ou des assassinats, mais en tout cas des décès. Et ça va mettre du temps à ce qu'on décide d'incriminer, un temps suffisamment long, disons-le, pour qu'encore une fois, certains laboratoires, j'ai oublié les noms précisément, mais bon, ce sont tout le temps les mêmes, hein, de toute façon, ces laboratoires-là n'ont pratiquement pas bougé, eh bien s'enrichissent suffisamment en fait, et que par la suite, on découvre le poteau rose, oh mince, finalement l'héroïne était dangereuse. Et j'imagine qu'à l'époque, ceux qui mettaient en garde contre les effets néfastes de l'héroïne chez les enfants, probablement pouvaient être traités par les zététiciens d'affreux complotistes. On peut sans doute l'imaginer. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si on prend encore une fois un peu de recul, alors je ne voudrais pas perdre nos éditeurs sur cette question-là, mais ça me paraît fondamental par rapport à bien des choses que j'ai pu évoquer. Parfois, je pense à la vidéo sur Balenciaga par exemple, je pense à la vidéo quand on parlait de ChatGPT sur la question du scientisme, etc. et tant d'autres. En réalité, ici, vous avez un couple infernal qui, sur le plan sociologique, mais sur le plan sociologique, quand on élève la sociologie au concept, est décisif. C'est le couple infernal entre le scientisme et le romantisme, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez toujours la petite bourgeoisie culturelle, intellectuelle, artistique, d'un côté, et le scientisme, la rigueur, etc., de l'autre volet bourgeois qui, eh bien, finalement, servent communément leurs intérêts. Disons-le rapidement, eh bien, c'est la drogue pour le mythe de l'écrivain sous substance qui finalement est un génie, etc. et qu'on va retrouver jusque dans la Silicon Valley aujourd'hui avec le délire Steve Jobs, etc., le LSD, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment un couple infernal entre finalement l'irrationalisme petit bourgeois, encore une fois, qui a priori paraissent aux antipodes, parce qu'en fait, vous avez d'un côté l'ingénieur pharmaceutique qui paraît être dans la rigueur de la mathématique, etc. Revoyez ma vidéo sur Balenciaga, parce que c'est les mêmes enjeux, encore une fois, qui paraît être dans la rigueur mathématique, etc., comptable, pour le dire rapidement, pour un peu stéréotyper ici et pas entrer dans des choses qui pourraient perdre notre auditoire. Et puis de l'autre, effectivement, vous avez la bohème, l'artiste, etc. Mais finalement, les deux servent les intérêts de l'un et de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, la bohème va réclamer finalement eh bien, que l'industrie pharmaceutique lui fournisse des substances, disons, hallucinogènes, ou en tout cas qui permettent des états modifiés de conscience, etc. Et dans l'autre sens, l'industrie, elle est bien heureuse de pouvoir refourguer tout ça, qui plus est en plus avec, par la suite,
dans le courant du XXe siècle, on le sait encore une fois, l'extension des marchés dont je parlais, une idéologie comme ça de la bohème et de la mondanité où finalement, eh bien, il est quasiment enviable de participer justement de cette question de la consommation de la drogue, etc., comme un appareil subversif. Et là, encore une fois, on voit, là aussi, histoire fameuse, mais c'est, vous savez, cette histoire d'Edward Bernays qui fait fumer les femmes et qui leur dit c'est les torches de la liberté, et donc qui permet ainsi à Lucky Strike bien, de rompre avec le puritanisme américain et donc d'étendre son marché à 50% de la population dont il était privé jusqu'ici pour des raisons morales, où il était mal vu que les femmes fument, et d'un seul coup, il instrumentalise le mouvement des suffragettes féministes en utilisant justement le recours à un slogan qui va être les torches de la liberté, on fume contre l'autorité du mari, et donc on est des femmes libres, et donc en fait il ne fait qu'étendre les parts de marché encore une fois. Bon, et bien là on a exactement la même logique, c'est-à-dire à la fois la logique d'extension des marchés et la logique du finalement la consommation de drogue, c'est profondément transgressif. Et vous savez encore une fois la distinction importante qu'il y a entre le transgressif et le subversif, d'accord ? Le transgressif en réalité ne touche jamais au capital, ne touche jamais aux institutions, ne remet rien en cause en réalité, et comme je l'avais souvent dit, ça consiste à pisser sur un portrait du Christ, ça c'est transgressif, ça ne touche plus personne, surtout dans un pays où finalement malheureusement, ça peut être regrettable, le christianisme est moribond, pour ne pas dire mort de toute façon, et où finalement il n'y a pas de pouvoir et d'instance chrétienne dont vous risquez quoi que ce soit en réalité. Ça coûte que dalle. Vous êtes transgressif, c'est comme se balader la bite à l'air dans les rues de Paris. Bon, bah, finalement, vous êtes transgressif, mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien parce que de toute façon, sur n'importe quel JC déco, n'importe quel panneau publicitaire, vous avez des femmes aux trois quarts nues, mais ça, c'est les avantages du féminisme. Bon, et du coup, vous voyez ici cette conjonction. J'ai fait une longue parenthèse, mais qui me paraît décisive pour comprendre la société dans laquelle on évolue, encore une fois, et surtout pour comprendre, encore une fois, l'unité de choses qui paraissent contradictoires et donc aussi la force du matériel théorique que nous utilisons, encore une fois, puisqu'on a tellement l'impression que ces deux choses-là sont tellement aux opposés l'une des autres, alors qu'en réalité elles sont complètement complémentaires par définition. Et là, ça nous montre bien que l'industrie pharmaceutique, encore une fois, ça nous montre encore une fois les nouveaux liens entre la mafia et le capital, c'est-à-dire du médicament à l'overdose, en réalité vous avez une continuité logique. Et aujourd'hui, le cas des USA, on est encore un petit peu à l'abri chez nous, mais pour combien de temps, ça reste à voir. Mais le cas des USA est extrêmement parlant, c'est-à-dire qu'effectivement, l'affaire, j'ai oublié le nom exact de sa porte, pardon, mais l'affaire des opiacés aux USA, etc., est aujourd'hui au cœur de très très nombreux scandales. Et d'ailleurs, je vous invite, sous forme fictionnelle, à regarder la série Dopsic. OxyContin. Purdue Pharma, they've been marketing the drug as something that's not addictive, when it clearly is. All your doctors are going to be asking, how is this even possible? Your most effective talking point are these magic words. Less than 1%. Less than 1%. Less than 1%. Less than 1%. They told me that less than 1% would become addicted. OxyContin does what I think it can. It could soon become Purdue's first billion-dollar drug. Purdue continues to lie about the drug's safety to doctors, to patients, and the FDA. We have a major case here. Addiction rates, overdoses, and crime are on the rise across the country because of this drug. I think maybe the medicine might be just a tad more addictive than you said. I can't live like this anymore. Qui justement reprend cette histoire avec Purdue Pharma, où on voit très bien effectivement que Purdue Pharma va vendre de l'oxycontin, qui est un dérivé justement de la morphine, en sachant d'emblée que le médicament est dangereux, que le médicament est addictif, et en expliquant à l'ensemble des médecins chez qui ils démarrent et chez qui ils font des démarchages, etc., que non, le médicament n'est pas addictif, etc. Et ça va conduire des gens finalement, y compris et en grande majorité des gens qui avaient des situations stables, et y compris même des médecins, à se retrouver addicts finalement à la morphine, puis à l'héroïne, etc., et à être totalement détruits socialement. Tout ça dans l'intérêt finalement de Purdue Pharma, et donc d'engranger des milliards pour... Et là, nous avons une affaire qui est révélée parmi des centaines d'autres scandales sanitaires dans l'industrie pharmaceutique. Et donc là, on le voit très bien, encore une fois, vous voyez le circuit en réalité. On a l'impression qu'il y a le monde des affaires
légales et puis vraiment un monde des affaires illégales contre lequel on lutte. Mais en réalité, ce monde-là se côtoie en permanence. Et encore une fois, ce n'est que l'avers et le revers du même mode de production et du capitalisme dans la manière qu'il a de s'organiser. Or, aujourd'hui, ces dégâts-là, effectivement, le contrôle sur les médicaments en France est très différent. Encore une fois, il est très différent, pas par magie, d'accord ? Il est très différent parce qu'encore une fois, l'organisation de la sécurité sociale, elle n'a pas d'abord été faite par l'industrie pharmaceutique chez nous. Si. Or, ça tend de plus en plus à le devenir. Donc encore une fois, il n'y a pas de miracle, d'accord ? C'est pas juste parce que l'esprit français voudrait, au contraire même. D'ailleurs, si c'était l'esprit français, je pense qu'on aurait pu joliment s'étendre sur la question de la drogue, sans aucun problème. Mais non, c'est parce qu'encore une fois, il y a des institutions qui le permettent et qui encadrent un petit peu mieux ça, et qui encadrent aussi la pratique médicale, etc. Et qui ne permettent pas, par exemple, à Amazon qui projette de mettre en place pour 5 € de plus à l'abonnement Prime des ordonnances à accès illimité aux médicaments, en fait. Parce qu'aux États-Unis, l'ordonnanciation, je ne suis pas sûr que ça se dise, bon, bref, le fait de prescrire en tout cas des médicaments, eh bien, recouvre davantage de liberté dans la facilité à les acheter, de la même manière que l'achat de médicaments, c'est un petit peu comme les armes, encore une fois, l'achat de médicaments aux États-Unis est beaucoup plus facile et facilité, en fait. Mais même malgré ça, chez nous, on a déjà des scandales au tramadol, à la lamaline, qui sont donc des dérivés des opiacés, d'accord, qui sont très souvent prescrits. Et moi-même, sans n'avoir jamais eu de pathologie particulièrement lourde, ou en tout cas nécessitant, on va dire, ce recours à ce type de médicaments, ça m'a été prescrit à plusieurs reprises. J'en ai des boîtes chez moi et plein de gens ont des boîtes. N'importe qui est un peu migraineux à des stades un peu plus importants que la migraine passagère où on prescrit du paracétamol ou de l'aspirine, eh bien, a chez lui du tramadol ou de la lamaline. Et parfois avec des niveaux de prescription extrêmement conséquents. Et on constate déjà aujourd'hui, effectivement, eh bien, des degrés d'addiction qui sont inquiétants. Les ventes illicites de tramadol prennent de l'ampleur dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Sur ces photos, une cargaison saisie il y a quelques mois par les douanes ivoiriennes. Des millions de comprimés déversés dans une zone où les Nations Unies viennent de tirer la sonnette d'alarme. Car le tramadol, surnommé drogue du djihad, n'est plus seulement destiné aux groupes terroristes de la région. À des centaines de kilomètres du Sahel, le tramadol, souvent fabriqué en Inde, a gagné les cours de récréation. Une drogue facile d'accès et bon marché. Dans ce lycée en périphérie de Yaoundé, le proviseur ne cache plus son inquiétude face à la montée en puissance du tramadol, aussi appelé tramol. Ici même chez nous, les élèves qui consomment, n'est-ce pas, qui boivent le comprimé de tramol, nous constatons qu'ils sont très violents envers leurs camarades, même envers nous les responsables. On a eu ici un élève qui a eu à violer une fille de 8 ans. Et à quoi est-ce que tout cela nous conduit évidemment ? Eh bien, ça nous conduit à être la porte ouverte vers des drogues médicamenteuses dont les effets sont néfastes, et j'en parle depuis le début de son entretien. Je pense ici principalement au fentanyl, et au fentanyl qu'on appelle aussi la drogue du zombie. Et on voit beaucoup, on a vu beaucoup de vidéos dans les quartiers américains aujourd'hui de gens qui effectivement ont des comportements de zombies, sont zombifiés par l'intermédiaire du fentanyl. Une épidémie, une zone de guerre, le fond du monde. Ici, chaque personne interrogée donnera un mot différent pour qualifier ce décor de Philadelphie dévasté par le fentanyl. Aujourd'hui en Amérique, le fentanyl et ses dérivés causent 3000 morts tous les 15 jours, l'équivalent d'un 11 septembre toutes les 2 semaines. Le fentanyl est un opioïde, à l'origine un médicament antidouleur. Il a été largement trop prescrit par les médecins américains et depuis du fentanyl pur et illégal est écoulé massivement par des narcotrafiquants. Il se prend par pilule ou par injection. C'est une drogue 50 fois plus addictive que l'héroïne et bien moins chère, parfois $10 le sachet seulement. Et la dangerosité du fentanyl, elle est à prendre en conséquence, puisque on peut imaginer que 50 000 comprimés de fentanyl, par exemple, tiennent dans une seule enveloppe. Et donc ça veut dire qu'on imagine bien demain qu'en fait, à partir du moment où cette enveloppe a passé la frontière, commence à être distillée, 50 000 comprimés de fentanyl qui d'un seul coup vont être consommés. On voit déjà les déboires qui existent aujourd'hui
porte de la Chapelle et qui sont en train de s'étendre avec les problématiques liées au crack et à quel point les politiques publiques s'en lavent totalement les mains. Si demain le fentanyl est implanté comme ça, on connaît déjà les dégâts aux États-Unis. Il n'est pas impossible que cela arrive chez nous, bien au contraire, et même qu'encore une fois ce soit tout à fait bien orchestré. Alors non pas avec une volonté gouvernementale directe, etc., mais vous voyez bien que les enjeux sont plus vastes. Et en tout cas, quand vous avez des États, encore une fois, qui dans le néolibéralisme servent les intérêts du capital, comme on l'a toujours désigné, eh bien qu'importe, ils laisseront faire. Et puis surtout, ce sera en partie trop tard, parce que endiguer ces processus-là est très compliqué, et c'est bien ce que l'on voit aujourd'hui, encore une fois, aux États-Unis. Et donc vous avez une drogue ici qui est le produit de l'industrie pharmaceutique, puisque à l'origine c'est un médicament produit en Belgique dans les années 50, qui finalement devient le produit d'une médicamentation trompeuse, excessive. Pareil, dans Dopsic, on voit que l'Oxycontin, enfin dans Dopsic et de manière générale avec l'affaire Purdue Pharma, on voit que avec l'Oxycontin, en fait, ils vont petit à petit expliquer qu'il faut sans cesse augmenter les doses, sans cesse en acheter davantage, etc., en expliquant qu'il n'y a pas d'effet secondaire, etc. Toujours les mêmes répliques en réalité. Et finalement, ça conduit à quoi? Eh bien, ça conduit finalement à des dépendances très fortes et à se tourner vers des drogues peu chères, aux effets secondaires extrêmement gravissimes, au rapport à l'addiction dont il est très difficile de se défaire, puisqu'aujourd'hui, les manières de se sevrer justement du fentanyl, etc., sont très peu nombreuses et conduisent très rapidement, parfois tout simplement à la mort et évidemment à l'addiction très rapide et à des dégâts corporels et physiques et sociaux qui sont sans précédent. Et donc là, on voit bien le circuit que c'est en train de prendre et les dangers encourus. C'est la raison pour laquelle il apparaît décisif de se saisir de cette question de la drogue. Et c'est la raison pour laquelle, quand, encore une fois, les discours politiques sur la drogue ne s'intéressent qu'à la question du cannabis, on voit bien qu'en fait, on est à des années-lumière des problématiques actuelles, quoi. La question, c'est plus de légaliser ou non le cannabis. Le cannabis est has-been au même titre que la cocaïne en fonction des milieux dans lesquels il s'était en fait développé. On voit bien l'accessibilité aujourd'hui des jeunes, et c'est ça qui est inquiétant aussi, où finalement, le cannabis qui était, disons, la ligne d'arrivée de la consommation de drogue moyenne chez les jeunes populations qui, fort heureusement, pour la plupart d'entre eux, s'en passaient à partir du moment où ils entraient dans la vie active, aujourd'hui est la porte d'entrée, quoi. Donc, et la cocaïne s'est extrêmement démocratisée, raison pour laquelle d'ailleurs elle est en bonne partie devenue probablement beaucoup moins courante dans les milieux mondains, on en reparlera. Et donc on voit bien ici qu'il y a une problématique de santé publique et une problématique liée aux enfants. Donc on ne peut pas simplement parler de savoir s'il faut légaliser ou non le cannabis. On est sur un problème beaucoup plus conséquent et parler de légaliser ou non le cannabis, en fait, c'est passer littéralement à côté des enjeux qui sont en train d'exister et qui existent déjà chez nous. Là, tu vas assez vite, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. Et là, on vous incite vraiment à nous rejoindre, notamment dans un objectif de formation. Parce que beaucoup de choses que tu as dit sur l'industrie pharmaceutique peuvent être incomprises, en fait, si on n'a pas travaillé sur ce qu'est l'entreprise capitaliste et quel est son objectif premier. Il n'y a rien de complotiste à le dire là-dedans, mais l'objectif d'une entreprise capitaliste, c'est la maximisation du profit. Une fois qu'on a compris ça et qu'on réécoute tout ce que tu viens de dire, on comprend beaucoup mieux. Il n'y a pas de grand complot sur ces questions de l'industrie pharmaceutique. Ça nécessite véritablement de se former et de pouvoir appréhender tout ça avec ce bagage intellectuel. Notamment, pour poursuivre un petit peu là-dessus, tu l'as un peu abordé, et on sait que c'est un sujet sensible. On essaye de nous vendre, plus particulièrement depuis 2 ou 3 ans, pour certaines raisons, que tout ce qui touche justement à la question des médicaments, à la question de l'industrie pharmaceutique, c'est la science. La science en majuscule, la grande science, et que de ce fait, ça sort du politique. Qu'il y a d'un côté la science et d'un côté le politique, et que les deux, en fait, n'ont aucun rapport entre eux. Donc à partir du moment où il n'y a aucun rapport entre les deux, bien sûr, on ne peut pas critiquer les acteurs de l'industrie pharmaceutique, on ne peut pas critiquer les médecins, on ne peut rien critiquer, nous, pauvres mortels. Donc justement, en fait, c'est ce sur quoi tu comptais revenir, mais il n'y a rien de plus politique que ces questions de santé. Tout à fait. Et d'ailleurs, je tiens à le signaler, je vais faire soupirer beaucoup de gens, encore une fois, et que ça l'un déplaise, c'est une chose, mais qu'importe. Je tiens à souligner surtout que je n'ai cessé de le répéter depuis des années et des années,
et que dès 2019, dès début 2020, au départ de la crise Covid, j'avais signalé tout ça, j'avais signalé que c'était d'abord avant tout une crise politique, j'avais signalé le confinement, le pass, etc., bien avant tout le monde, y compris ceux qui disent qu'ils étaient en amont. Alors je ne suis pas là pour créer des querelles, etc., je m'en moque complètement, mais on a encore une fois les vidéos qui attestent du fait que très tôt j'avais expliqué tout ça. Parfois d'autres ont mis 2 ans à le dire, parfois d'autres 3 ou 4 mois. De fait en tout cas, et parce que nous avions ce matériel théorique-là encore une fois et ces analyses-là, nous étions en capacité d'en parler et de le dire. Et tout ça s'est avéré vrai tout simplement. Et effectivement, je n'ai cessé d'insister sur le fait que la crise Covid était d'abord et avant tout une crise politique et on nous faisait parler en priorité des médecins, comme si les médecins avaient une réponse à ces questions-là. Bref, je renvoie aussi à la vidéo de ChatGPT où on avait parlé beaucoup du scientisme. Et donc finalement, tout le problème, c'est qu'en fait la santé humaine, et ce qui est dramatique, c'est que c'est un truisme ce que je vais raconter là encore une fois, mais c'est pas un problème ni mécaniste ni financier en fait. C'est-à-dire que souffrir de maladies ou rencontrer des problèmes de santé, etc., ça ne se résout jamais uniquement par des principes mécanistes. Qu'est-ce que j'entends parler? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un médicament et hop, ça c'est une manière en fait de rejeter un petit peu le problème, alors qu'il y a parfois son efficacité, qu'il y a parfois sa nécessité, notamment dans des cas d'urgence, mais qui n'explique pas tout. Et en réalité, beaucoup des maux dont nous souffrons aussi sont des maux qui ont trait à une certaine psyché, à une certaine condition sociale, à bien des choses comme ça, d'accord, qui peuvent pas simplement... Et là l'industrie pharmaceutique joue un rôle très clair, encore une fois, qui est d'éteindre cette forme de contestation. Ça peut simplement être des limbagos à répétition liés à des travails productifs trop durs qui sont éteints et à qui on explique, bah, vous voyez, c'est magnifique, vous pouvez continuer à aller vous défoncer le corps, c'est pas grave, puisqu'on a éteint la douleur. Voilà. Là, je prends un exemple très trivial, mais ça nécessite de repenser la question de la santé. Et quand on parle encore une fois du régime général de sécurité sociale, de la souveraineté intégrale, etc., c'est tout ça les enjeux derrière. Ça veut dire décider collectivement aussi de qu'est-ce que c'est que la santé et de comment on l'organise, en fait, encore une fois. Et de ne pas laisser ça à des manias du capital et à des gouvernements qui sont à la solde de ces grandes firmes capitalistes en réalité et qui n'ont que faire de ces problématiques-là qui sont les problématiques quotidiennes des gens. Et donc ce n'est pas une problématique financière, la question de la santé, et c'est encore une fois toute la force de 46 que de sortir encore une fois la question de la santé et de l'hôpital du marché financier. Sinon, eh bien, on voit, c'est ce qui s'est produit aux États-Unis. Maintenant, effectivement, il y a toute une sociologie de la science et de la pharmacopée à faire finalement. C'est-à-dire que croire que le double aveugle nous fait sortir du problème politique, c'est un non-sens, quoi. Croire qu'en fait, on peut établir des questions de santé et des politiques de santé, surtout à partir simplement de statistiques et d'études scientifiques. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ces études scientifiques ne valent rien et qu'il ne faut pas en faire. Je suis en train de dire que ça ne résout pas les problèmes politiques, au contraire, et que c'est instrumentalisé dans le sens des politiques que l'on concède, en fait. Parce que vous pouvez avoir... vous voyez bien qu'encore une fois, sur les politiques Covid, on pouvait avoir effectivement pléthore d'études qui nous expliquent l'incidence du Covid sur la population, le taux de mortalité, etc. Ça ne doit pas aboutir à ce que des médecins nous expliquent qu'en tant que médecin, eh bien, il faut confiner. Là, on est sur un problème d'ordre psychologique, on est sur un problème d'ordre social et surtout sur un problème d'ordre politique, en fait. Et ce n'est pas à un conseil dit scientifique de prendre ces décisions-là, tout simplement. Et c'est nié, encore une fois, et quand on s'attarde uniquement sur ces études-là, encore une fois, en tant que tel, on oublie de faire de la sociologie des sciences, c'est-à-dire on oublie de nous expliquer, mais alors pourquoi est-ce que certaines études sont financées plutôt que d'autres? Pourquoi est-ce que certains doctorants peinent finalement à conduire leur thèse parce qu'il faut justement souvent qu'ils soient financés pour conduire ces thèses-là par des laboratoires pharmaceutiques, par des industries pharmaco-chimiques, par des industries agroalimentaires et que finalement s'ils décidaient de travailler sur un autre sujet, eh bien ils ne pourraient pas devenir docteurs. Donc évidemment, d'emblée le tri est fait, c'est-à-dire que les études qu'on va vous proposer n'ont non seulement été financées au préalable par des industries qui ont intérêt à ce que ces études existent, mais par la suite, les gens les doctorants en question qui vont devoir trouver en plus dans le cheminement universitaire catastrophique des post-docs, etc., s'ils veulent s'en sortir et simplement manger, eh bien, encore une fois, vont devoir effectivement se plier à ces nécessités-là. Et si, par malheur, en tant que docteur, en tant que post-doc, ils décidaient de conduire des enquêtes indépendantes
et autonome financièrement, etc., soit eh bien, on n'en aurait pas vent, soit elles n'existeraient quasiment pas, soit quand bien même elles existeraient et qu'elles seraient publiées, etc., eh bien, encore une fois, la force du politique, c'est de maîtriser les canaux de diffusion. Soit ce ne serait pas diffusé, soit ce serait très vite décrédibilisé, soit eh bien, l'industrie aurait moyen de transformer un grand nombre d'études pour dire oui, mais nous avons 15 000 études qui prouvent le contraire, etc. Et donc en fait, nier les rapports de force politiques et sociaux dans ces questions scientifiques-là est absolument un non-sens. De la même manière que de nier les rapports de jeux de réseau. N'importe qui a mis 2 minutes les pieds à l'université, c'est bien que tout cela n'est qu'une question de réseau, encore une fois, et qu'on ne va pas vous laisser traiter n'importe quel sujet, n'importe comment, avec n'importe quel financement, avec n'importe qui. On ne va pas vous ouvrir les portes de n'importe quel laboratoire au sens universitaire du terme, c'est-à-dire lieu de recherche, etc., avec une équipe de recherche. Donc en réalité, si on ne tient pas compte de tout ça, encore une fois, ah bah oui, on regarde ces belles études et on s'agenouille devant la science, qui en fait n'a rien à voir avec la science, mais est du scientisme pur et simple. Et encore une fois, le scientisme est le pire ennemi de la science, tout comme l'écologisme est le pire ennemi de l'écologie. D'accord ? Nous sommes évidemment pour la science, et ce que j'ai toujours défendu justement, c'était de doubler les scientistes sur leur rapport à la science, parce que justement, ils ne font pas de science, ils font du dogme en réalité. Et finalement, eh bien, pourquoi est-ce que ces questions politiques-là sont intimement liées encore une fois ? Puisque ça nécessite qu'il y ait une question de l'autogestion sur la santé, l'autogestion au travail, et donc de refuser que la maladie est un rapport avec la concentration du capital sous toutes ses formes, d'accord ? Or, aujourd'hui, là encore une fois, nous avons le scientisme n'est en fait que l'équivalent de l'Église catholique sous l'Ancien Régime, tout simplement. D'accord ? C'est-à-dire que le scientisme est ce qui vient valider, c'est la religion du siècle, et ce qui est impossible à remettre en cause. Si une étude l'a dit, si tel groupe de chercheurs l'ont dit, etc., alors vous ne pouvez plus remettre en cause les décisions politiques qui en découleraient alors nécessairement. Mais ça, c'est un rapport idéologique, c'est un paralogisme sur le plan logique. Et donc finalement, eh bien voilà, pour moi, le scientisme et l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique ne correspond en fait qu'à l'Église sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire ce qui distille, encore une fois, la bonne parole, celle à laquelle il faut consentir et contre laquelle on ne peut rien a priori. C'est dramatique. Et encore une fois, soyons nuancés. Je sais que, allez, 80% des gens qui nous écouteront, plus 10% de ceux qui sont malhonnêtes, ne tiendront pas compte de ces nuances, mais pour les autres, soyons un petit peu nuancés. C'est pas parce que l'Église a été à un moment donné, l'instance de domination par excellence qui permettait de légitimer les rapports sociaux en place sous l'Ancien Régime, que tout y était à jeter. Et bien là, de la même manière, bien sûr que non. On cherche juste à ne pas confondre les genres et ne pas confondre non plus les individus. Un médecin n'a pas forcément à proposer des solutions politiques. Un laboratoire de recherche en biologie devrait nécessairement être indépendant et les doctorants ne devraient pas être financés par une industrie qui a tout intérêt à ce que certaines études paraissent et leur soient favorables, etc. En fait, ça paraît tellement évident. J'ai l'impression que ce que je dis là est dingue, enfin peut apparaître dingue à beaucoup de gens, alors qu'en fait il apparaît nécessairement évident si on veut, encore une fois, être souverain et dans une perspective démocratique tout simplement. Et donc on voit bien là encore une fois la nécessité d'avoir la mainmise non seulement sur l'organisation des choses, et donc d'être souverain chez nous et de ne pas dépendre de ces industries-là, et par ailleurs ne pas se limiter justement à cela, c'est-à-dire l'objectif derrière la santé, c'est pas simplement d'organiser correctement l'institution de la santé et les protocoles à suivre, etc., mais c'est aussi d'organiser la vie bonne et une vie en sécurité, etc. C'est tout cela qu'il y a derrière. Il ne s'agit pas simplement de réformer l'institution et l'organisation et d'être simplement dans un truc qui serait mieux organisé, mais bien effectivement de viser aussi aux préoccupations des individus et l'intérêt de leur bien-être, tout simplement. Pour poursuivre sur des choses qui ne sont pas moins dingues, comme tu dis, en France, on a vu que le laisser-faire politique a conduit à des nouveaux éléments du patrimoine français, des nouveaux éléments de folklore, comme la colline du Crac donc, à Paris. Donc effectivement, bien sûr, on parle souvent de la colline du Crac, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que voilà, le problème du Crac essaime en vérité dans tout le nord de Paris et même au-delà. Donc c'est voilà, on sait que, comme tu l'as dit d'ailleurs un peu plus tôt, les autorités politiques, publiques se renvoient la balle, soit voilà, l'État dit que c'est la responsabilité de la mairie de Paris dit que c'est la responsabilité de la préfecture, donc de l'État, voilà, ça se renvoie la balle assez régulièrement. Bien sûr, on sait que si
ces problèmes avaient lieu dans le 8e arrondissement, où on a bien vu, voilà, aussi également, on peut citer le cas des Jeux Olympiques, quand on sait que ça peut avoir une influence sur la question de l'organisation des Jeux Olympiques. Là, effectivement, le problème n'est pas abordé de la même façon. On a des réponses qui sont un peu plus rapides. Nous sommes tous égaux, mais pas de la même façon. De quoi est-ce que c'est le signe politiquement, en fait, selon toi, et quels sont les risques du développement de cette situation? Bon, tu as déjà dit beaucoup de choses, hein, de toute façon, donc, alors, comme je le disais au début de cet entretien, déjà, c'est un État qui est dans l'incapacité de gérer sa marge, c'est forcément soit un État qui l'organise, donc il y a tout intérêt à organiser cette forme de marginalité, soit c'est un État qui est finalement tout simplement trop faible pour le faire, en réalité. Ce qui est quand même assez à la fois intéressant et en même temps inquiétant. Et ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est la raison pour laquelle les renversements de l'État, etc., encore une fois, le grand soir n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand l'État faiblit, c'est toujours, et on y revient, la mafia qui le remplace, en fait. C'est-à-dire les formes dans la société qui existent malgré ou qui composent avec cette société malgré elle et contre elle en apparence, mais qui est tout à fait en mesure de le remplacer. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand l'État est trop faible, c'est-à-dire l'État trop faible, hein, comprenons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des flics partout et taper sur tout le monde, parce que je sens bien qu'on va encore me sortir ça. L'État trop faible ici, c'est un État dont les institutions ont été affaiblies, dont la souveraineté est inexistante, dont le travail politique n'est pas fait. On le voit quand on se rejette la balle. D'accord ? Il y a un moment où on devrait simplement se concentrer sur des solutions, pas dire c'est la mairie, c'est le gouvernement, etc. C'est un État dont les corps sociaux et les fonctionnaires d'État peuvent correctement faire leur boulot et font correctement leur boulot. C'est tout ça, un État qui tient la route. Quand tout ça est délité, eh bien, tout simplement, la mafia vient nécessairement le remplacer. Et en fait, ils n'ont pas besoin de venir et de prendre le fauteuil de l'Élysée et de dire « bon, maintenant, c'est nous qui décidons ». Ça se fait d'emblée. Et finalement, on voit bien que les solutions, c'est des solutions dérisoires et très critiquées d'ailleurs par les habitants à juste titre de ces quartiers-là, c'est-à-dire les salles de shoot, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on leur propose une dose supplémentaire, mais dans de meilleures conditions. Et puis quand ils sortent, d'ailleurs là-dessus, il faut rendre hommage aux très bonnes vidéos sur la question de Vincent Lapierre, qui effectivement a très bien montré, ainsi infiltrant, que finalement il suffisait de sortir même à la porte pour récupérer une dose illégale après avoir pris sa dose légale. Enfin, c'est un délire typique, encore une fois, du gauchisme ambiant. Et d'ailleurs, là, on le voit bien, encore une fois, le gauchisme et le droitard se renvoient encore une fois la balle, les uns pensant qu'en fait il faut aller tirer dans le tas, et les autres qu'il ne faudrait surtout pas incriminer ces populations, etc. Il y a une très bonne vidéo de Bedi Benzakem pour Karaté Bushido qui effectivement vit dans ces quartiers-là depuis toujours et qui, lui, en tant qu'habitant de ces quartiers-là, d'origine immigrée, etc., qu'on ne peut pas taxer, je ne sais pas quoi, d'un petit homme blanc, je ne sais pas quoi, bourgeois, etc., a bien montré qu'effectivement, le calvaire que c'était pour ces populations-là. Et tu l'as très bien dit, c'est des choses qu'on ne verra jamais dans certains arrondissements. Ce qui est la preuve, malgré tout, que quand l'État le souhaite, il est quand même en mesure de limiter l'expansion. Parce que pourtant, Dieu sait que dans le nord de Paris, l'extension ces dernières années de ces problématiques-là est quand même extrêmement conséquente. Donc, eh bien, encore une fois, on voit simplement ici que le problème auquel ça va conduire, c'est aussi l'instauration de milices, c'est-à-dire que les populations, ne sentant plus l'État comme pouvant assurer leur sécurité, eh bien, sont en train de réfléchir à se coaliser, à s'organiser, parce qu'effectivement, personne n'a envie de vivre avec un immeuble rempli de gens drogués, et quand on y amène les enfants, etc. Là, regardez, ils salissent les choses, ils vendent des cigarettes à la sauvette, ils vendent du crack en même temps, ils respectent rien, ils crachent par terre, ils poussent par terre, ils chient dans les escaliers. Et ça, c'est vraiment grave. Donc, faut vite changer les choses. Parce qu'il y a des jeunes du quartier qui sont en train de réfléchir à quelque chose de pas bien. Franchement, je leur parle petit à petit, mais ils réfléchissent à quelque chose de pas bien, à faire quelque chose de pas bien. Donc s'il vous plaît, les élus ou autres, agissez vite parce que ça va partir vraiment en freestyle bientôt. Il y a des enfants qui passent, il y a des toxicos qui sont juste à côté en train de fumer du crack. Moi, ça me rend fou. Ce qu'il faudrait pour changer, c'est une vraie volonté déjà de changer les choses. Nous c'est ce qu'on fait, les habitants, on essaie de vraiment changer les choses à notre échelle. Hein. Mais vraiment, écoutez, on se repose sur le gouvernement, comme tout le monde. Il faut demander des aides, il faut demander plus de policiers,
Parce que les policiers, ils font de leur mieux, mais ils ne sont pas assez nombreux. Et le plus important, c'est pour les enfants. Les enfants qui grandissent dans ça, moi j'ai grandi dans ça, ça va, on va dire que avec les arts martiaux, j'ai su un peu m'en sortir, mais sinon, je ne vous cache pas qu'il y en a qui partent un peu en vrille. Voilà. Et qu'en fait, c'est ça qui donne aussi une très mauvaise image des populations qui peuvent vivre là-bas, alors que, évidemment, et fort heureusement, ces populations-là sont extrêmement minoritaires et que la majorité des gens essaient simplement de bosser, d'avoir une vie normale, d'avoir une vie de famille, d'élever leurs gamins, en fait, sans trop de difficultés. Et aujourd'hui, ils ne le peuvent pas parce qu'en réalité, les pouvoirs publics n'en ont absolument rien à faire. Et quand les pouvoirs publics se désintéressent de vous, eh bien, effectivement, vous finissez par vous organiser de telle sorte à essayer de pouvoir vivre librement. Et là, on voit naître eh bien, des formes de communautarisme, des formes de milices qui feront face aux milices dont on a parlé dans la vidéo précédente au sujet des forces de l'ordre, pourquoi pas des milices européennes, etc. Et là, on voit bien le délitement complet de l'État républicain, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir quoi ? Le gouvernement anti-républicain, girondin, européiste qui crée des milices extra-françaises au sein de l'Union européenne pour venir taper sur des milices communautaires auto-organisées dans le non-respect absolu de la République. Enfin là, ça devrait être alarmant et inquiétant et on ne peut pas en rester simplement à des considérations bassement gauchistes sur oui, mais les pauvres drogués, c'est une maladie, machin, etc. Oui, d'accord, certes, mais il y a un moment où il faut quand même agir. Et puis bizarrement, ceux qui plaignent les populations qui subissent et qui sont victimes des drogues, eh bien, ne font rien à côté de ça pour endiguer tout ce dont on a parlé précédemment. Et surtout, donc, que faire, visiblement, par contre, des gosses qui évoluent dans ces milieux-là et qui, du coup, prennent les risques non seulement de côtoyer déjà ces populations, et en plus de ça, d'être agressés, de vivre dans l'insécurité permanente, etc. Là, a priori, ça ne leur pose pas de problème. Donc, il y a un moment où il faut poser les bonnes questions. Bon, pour finir, ce qui est très bien, c'est que tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui complète beaucoup ce qu'on a dit avec la vidéo sur ChatGPT. D'ailleurs, on vous invite à la voir. Là, on arrive en fait dans le capitalisme en France en déliquescence. On arrive à la sainte trinité porno, livraison Uber Eats et drogue en fait. Donc voilà, je pense que et c'est sur ça que tu comptais finir, revenir sur la question du rôle qu'entretient cette sainte trinité avec la question du nihilisme. Tout à fait. Oui, parce qu'on le voit bien, et bon, ça c'est pas nouveau, mais encore une fois, l'instigation du capitalisme dans la seconde moitié du XXe siècle et par rapport à tout ce qui a été décrit précédemment, a aussi rendu possible la démocratisation des drogues comme quelque chose de quasiment normal, à tel point même qu'aujourd'hui, plus personne n'est choqué de voir des gamins de 14-15 ans en train de fumer des joints à répétition, etc. C'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Alors, on a les drogues par classe sociale aussi, hein, d'accord, parce qu'effectivement, le cannabis aujourd'hui, c'est vraiment voir le truc de banlieusards, etc. Et ou effectivement de petits prolos qui découvrent la drogue malheureusement. Et puis on avait la cocaïne comme drogue de la mondanité, ce qui tend effectivement à être de moins en moins le cas et qui est remplacé, et d'où effectivement ton triptyque tout à fait intéressant, par le chemsex, dont notre cher, je ne vais pas dire quoi que ce soit, Pierre Palmade, a fait les frais, si je puis dire, c'est-à-dire le chemsex, c'est-à-dire une forme de cocaïne qui n'est plus en même temps un inhibiteur érectile, mais qui au contraire permet d'avoir des rapports sexuels très longs. Donc effectivement, là on a la conjugaison, là pareil, vous voyez la vidéo sur Balenciaga, on a toute la continuité de ce que je décris depuis tout à l'heure, le scientisme et le romantisme, c'est-à-dire Pierre Palmade et l'industrie pharmaceutique, quoi, d'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement vous avez l'artiste raté de troisième zone, là, j'essaie de rester poli, qui effectivement organise des partouzes avec des jeunes hommes de la bohème, et tout ça sous le service, effectivement, du scientisme et de l'industrie pharmaceutique. Alors, malheureusement, Pierre Palmade aurait mieux fait d'utiliser le troisième élément de ton triptyque qui était Uber Eats. Visiblement, ça ne leur est pas venu à l'esprit. Bon. Tout cela produit aussi une camisole chimique, c'est-à-dire que là, effectivement, et comme on l'a vu depuis le début, c'est-à-dire qu'on arrive avec des outils de pointe qui, en réalité, endiguent toute possibilité de contestation, de révolte. Alors, encore une fois, on ne pense pas qu'il y a un conseil des ministres autour desquels les gars se disent « bon bah voilà, on va laisser passer la drogue et donc ça va créer une camisole chimique, machin, etc. » Mais de fait, l'ensemble
des rapports tels qu'ils se constituent entre le capital, le gouvernement et que j'ai décrit aujourd'hui montrent que ce laisser-faire, par ailleurs, sert un certain nombre d'intérêts et crée surtout une population, encore une fois, déstructurée socialement, déstructurée économiquement, qui va rejoindre aussi les rangs du lumpenprolétariat par définition, faute de mieux et faute d'autre chose, et qui donc devient une armée servile que l'on peut utiliser contre ceux qui chercheraient justement à s'organiser et à se structurer. Donc non seulement ça détruit des vies humaines, ça détruit des familles, ça détruit des gamins, ça détruit des sociétés tout entières et c'est en train de détruire notre pays tout simplement. Donc je pense qu'il faut prendre encore une fois la mesure du danger auquel nous faisons face et y apporter du coup des solutions pratiques et politiques, ce que nous essayons de faire, qui en soient à la hauteur. Ce sera le mot de la fin. Comme d'habitude, soutenez-nous et n'hésitez pas à nous rejoindre.